Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukel Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Mekoul Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger, vont passer leur 120e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkena, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Polémique autour de la convocation de la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP. L'APR et les non-affiliés demandent sa convocation tandis que la MRN ne voit pas la nécessité de tenir cette réunion. Tous ces grands camps ont écrit au président du CNDP. Précision avec Hassan Saleh Mustafa. À moins de 6 mois des élections générales au Niger, les partis politiques, notamment les différents blocs politiques, à savoir l'opposition, la majorité et les non-affiliés, n'arrivent pas à trouver un consensus pour organiser des élections inclusives, crédibles, transparentes et acceptées de tous. En effet, l'opposition politique maintient toujours sa position de récuser la CENI et le code électoral et son boycott à la réunion du Conseil national du dialogue politique CNDP. Une position clairement et bien défendue qui a amené l'opposition à s'abstenir au processus électoral en cours au Niger. Cependant, les non-affiliés et la majorité qui sont impliqués dans le processus n'arrivent pas aussi à s'entendre sur plusieurs points, précisément la date des élections locales prévues sur le chronogramme de la CENI et le vote des Nigériens de la diaspora. Au sein même de la majorité, les avis ne sont pas partagés. Une partie n'est pas du tout d'accord. C'est l'Alliance pour la paix et la République APR que préside Seyni Oumarou. À ce niveau, ce qu'il faut préciser est que l'APR et le non-affilié signent et persistent qu'il faut organiser des élections locales avant la présidentielle du premier tour et il faut enrôler les Nigériens de la diaspora. Une position vaillamment défendue lors de la dernière réunion du CNDP par les non-affiliés et l'APR qui ont mis en minorité le camp de la majorité présidentielle lors des débats au palais de congrès devant les grands témoins. Malheureusement, cette réunion n'a rien donné comme décision. Et que le temps presse, une situation qui a amené l'APR à travers une correspondance en date du 13 juillet 2020 adressée au président du CNDP de demander la convocation d'une nouvelle session. Il y a lieu de constater que malgré qu'une large majorité des participants ait souhaité que les élections locales soient organisées avant toutes les autres élections, une décision définitive et consensuelle n'a pas été prise par rapport à la question. Aujourd'hui, les partis politiques ne savent pas exactement quelle est la date consensuellement retenue pour les élections locales. Je vous demande de bien vouloir convoquer dans le meilleur délai une réunion extraordinaire du CNDP, précise le président de l'APR, Seyni Oumarou, dans sa lettre. 24 heures après la lettre de l'APR, la mouvance pour la renaissance du Niger MRN a également écrit au président du CNDP. Dans cette correspondance, la MRN précise qu'elle ne voit pas la nécessité et la raison pour la tenue d'une nouvelle réunion du CNDP avant d'interpeller le président du CNDP en ces termes. Je voudrais attirer votre haute attention sur le fait que l'APR est une composante mineure du bloc des partis politiques de la majorité présidentielle et à ce titre n'a pas, en vertu du règlement intérieur du CNDP, le pouvoir de demander la convocation d'une réunion du CNDP à l'insu de la composante majeure de la majorité présidentielle que la MRN, indique la lettre signée par Al-Kassoum Indatou.
Donc, les torchons commencent à brûler au sein même des partis qui soutiennent le président de la République, précisément entre la MRN et l'APR. L'APR qui bénéficie d'ailleurs d'un soutien de l'extérieur. Les non-affiliés qui, eux aussi, ont écrit au président du CNDP pour demander la convocation d'une session extraordinaire sur le point suivant: l'enrôlement de la diaspora, les modalités pratiques de la tenue des élections locales avant les présidentielles et l'audit du fichier électoral biométrique. Cette réunion du CNDP sera-t-elle convoquée? En tout cas, 3 lettres sur la table du président du CNDP, 2 favorables et 1 contre. La balle est donc dans le camp du chef du gouvernement, le président du CNDP, Brigitte Raffini. Selon les dispositions du règlement intérieur du CNDP, il y a 3 voies pour convoquer une réunion du CNDP. D'abord, le président du CNDP, Premier ministre, peut la convoquer. Ensuite, chaque groupe politique peut demander sa convocation. Et enfin, le quart de l'effectif des partis politiques qui composent le CNDP pourrait également demander la convocation d'une réunion du CNDP. L'Institut de recherche en sciences humaines IRCH, en collaboration avec l'ONG Université du bien commun, ont organisé ce matin à IRCH un séminaire débat sur le thème Jalons pour un véritable dialogue social, une activité qui a vu la présence de nombreux participants. Le compte-rendu avec Ismaël Moumouni Moussa et Ibrahim Abdou. Permettre aux gens de se retrouver chaque mois afin d'échanger sur les thématiques en lien avec l'actualité, c'est dans cette optique et cela avec le soutien du partenaire que l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH a initié cette activité. Cette activité rentre dans le cadre du programme Paix, Dialogue et Sécurité que nous avions initié en début de cette année. Et il s'agit d'organiser une série de conférences sur cette thématique qui touche, bien sûr, c'est l'actualité, parce que vous savez que si on prend cette trilogie paix, nous avons besoin de la paix dans notre pays, dans notre sous-région, et puis le dialogue, pas de paix sans dialogue, et puis la sécurité qui est aussi un élément important pour une paix durable. Donc il n'y a pas de paix sans sécurité, comme on dit. Cette activité, c'est créer un espace d'échange et de partage de connaissances et de savoir sur le concept de paix. Les participants sortent grandis de ce séminaire débat sur le thème Jalons pour un véritable dialogue social, animé par Dr Boubacar Hassan et Dr Abbas Malam. Les conférenciers nous ont édifiés par rapport à cette thématique, donc de la paix et de la sécurité, notamment le concept qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est celui donc de l'état de droit. Parce que l'état de droit, c'est la soumission de tout le monde au principe de la règle du droit. Et que donc le conférencier a montré que si une catégorie de citoyens refuse de se soumettre à la règle du droit, il va sans dire que c'est la cause du problème, parce que les autres vont se sentir en insécurité, et tant qu'une partie de la communauté se sent en insécurité, la paix ne peut pas être effective sur le territoire. Ce sont donc les indignations et les frustrations qui conduisent souvent les gens à la révolte, voire même à la révolution. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut chercher la paix au sein de la population et la paix personnelle aussi. Il faut chercher la paix personnelle, qu'elle soit intérieure ou bien extérieure. Ils ont bien expliqué la thématique. Ce que j'ai appris de ces séminaires, c'est que la paix est très importante, surtout dans un pays comme le Niger. L'insécurité résiduelle qui menace les pays de la sous-région n'a pas épargné le Niger, et sans paix, pas de développement, d'où la nécessité de vivre en symbiose tout en respectant les lois de la République. La salle de réunion du gouvernorat de Tillabéri a abrité hier matin un atelier d'échange entre les parlementaires, les femmes et les filles de cette région sur leurs besoins prioritaires couplés au lancement du programme Kagalo, Femmes autonomisées pour le changement. Cette rencontre est
à l'actif de contreparte internationale au Niger. Le résumé avec Adamou Soumana et Juponou. Cette rencontre d'échange avec les femmes et filles de la région du fleuve Tillabéri vise non seulement à accroître leur leadership dans un contexte sécuritaire précaire afin qu'elles participent à la prise de décision au niveau communautaire, mais aussi et surtout à renforcer l'état fragile de la démocratie au Niger en renforçant le rôle des femmes dans le processus démocratique à travers un programme dénommé Kagalo. Ce dernier se voit ainsi lancé par la présente rencontre à la satisfaction des autorités. Nous nous réjouissons de la tenue de cet atelier qui permettra d'identifier les priorités des femmes et des filles en vue de promouvoir la communication utile pour une synergie d'action dans les réformes sectorielles à tous les niveaux. En effet, il est important de rappeler que les femmes et les filles constituent les groupes les plus vulnérables dans les zones en situation d'insécurité. Ce projet d'une durée de 18 mois intervient au Niger, dans la région de Tillabéri, particulièrement dans les communes de Tillabéri, Tera et Walam. La présente rencontre est d'une grande importance car il privilégie la communication entre les femmes, les filles et les parlementaires relativement aux préoccupations majeures des citoyennes de Tillabéri, à savoir les femmes, paix et sécurité, mais aussi face à la pandémie de Covid-19 qui nous impacte tous. Abondant dans le même sens, la représentante de Contreparte internationale à ces assises n'a pas manqué de souligner les objectifs visés à travers cet atelier et leurs attentes. Avec le contexte sécuritaire qui sévit dans la région de Tillabéri depuis quelques années et auquel la pandémie du Covid-19 vient se greffer, il est plus qu'impératif que toutes les couches sociales conjuguent leurs efforts pour créer un cadre de dialogue permanent en mettant les couches vulnérables telles que les jeunes et les femmes au cœur de nos actions. C'est pourquoi nous créons ce cadre ici pour donner aux femmes et aux filles plus d'espace dans la réflexion et les propositions de solutions sur les questions de gouvernance dans les secteurs de la sécurité, de la santé, de l'éducation et tout autre secteur qui leur importe. Toujours dans le souci de renforcer le leadership féminin et la participation des femmes au processus démocratique, et complémentairement à la composante Femmes, Paix et Sécurité du PRGPA, Contreparte a reçu une subvention d'un peu plus d'$1 million américains pour la mise en œuvre d'un projet dénommé Kagalo, Femmes autonomisées pour le changement. Ce projet a pour but de renforcer l'état fragile de la démocratie au Niger et au Burkina en renforçant le rôle des femmes dans le processus démocratique. Au Niger, Kagalo est mise en œuvre dans la région de Tillabéri et plus particulièrement dans les communes de Tillabéri, Tera et Walam pour une durée de 18 mois. Cette rencontre permettra sans nul doute de passer au peigne fin l'ensemble des besoins prioritaires des femmes et filles de Tillabéri, Tera et Walam pour leur autonomisation en vue d'apporter un changement positif dans leurs communautés respectives. Le ministre de la Défense nationale a effectué une mission de travail dans la zone numéro 1 des forces armées nigériennes dans la région de Tillabéri. Le professeur Issoufou Katambe est allé s'enquérir des conditions de vie et de travail des éléments des forces armées nigériennes. Le résumé dans ce reportage. À travers cette série de visites, le ministre de la Défense nationale, professeur Issoufou Katambe, est allé constater de lui-même la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de Tillabéri et s'enquérir des conditions de vie et de travail des vaillants soldats qui, de nuit comme de jour, accomplissent une noble et exaltante mission dans la région. Professeur Issoufou Katambe est accompagné de son conseiller technique, le colonel-major Jibril Hima, du chef d'état-major des armées adjoint, le général de brigade Boulama Issa,
du haut commandant en second de la gendarmerie nationale, le colonel-major Abdelkarim Hima, des cadres centraux des forces armées nigériennes, du commandant de la zone de défense numéro 1, du secrétaire général du gouvernorat de Tillabéri, M. Kimba Moumouni Seydou, et des préfets de Filengue et Abala. À Filengue, le professeur Issoufou Katambe s'est rendu successivement au 13e bataillon interarmes, à la brigade de gendarmerie et au groupement de sapeurs-pompiers. À ce niveau, le ministre de la Défense nationale a enregistré des doléances et suggestions et d'amples informations sur les différentes situations sécuritaires. Ensuite, la délégation ministérielle s'est rendue à la 813e compagnie spéciale de Sanam et au bataillon de marche numéro 2. Partout où il est passé, le ministre de la Défense nationale, professeur Issoufou Katambe, a transmis aux officiers, sous-officiers, hommes de rang et gendarmes le message de soutien, de félicitations et d'encouragement du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour leur sens élevé de devoir. Parce que beaucoup d'efforts ont été faits pour assurer la sécurité. Le commandant de zone était fier de nous dire qu'ici, on ne parle plus d'insécurité généralisée, mais on parle d'insécurité résiduelle. Leur seul ennemi maintenant, c'est les trafics. Tous les trafics que vous connaissez. Donc le combat qu'ils mènent, c'est contre les différents trafics. Katambe de poursuivre, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour vous assurer une bonne condition de vie et de travail, nous permettant d'atteindre les objectifs suivants. On peut dire que tous ces objectifs sont en train d'être atteints. Le premier objectif, c'était d'assurer l'intégrité du territoire. Je l'ai toujours dit, quand nous comparons par rapport aux autres pays, quand nous comparons par rapport à nos voisins, aucune portion de notre territoire n'a été occupée par qui que ce soit. C'était ça le premier objectif. Donc c'est pour dire que l'intégrité de notre territoire est très bien assurée. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la sauvegarde de nos institutions démocratiques. Là aussi, aucune de nos institutions n'est touchée. Toutes nos institutions démocratiques fonctionnent normalement, à la différence de beaucoup de pays. Et le troisième objectif, c'est la sécurité des biens et des personnes. Et là, je viens de le dire, tous les efforts que vous êtes en train de faire pour qu'on revienne à la sécurité résiduelle. Et ces efforts, nous les avons entendus, c'est les populations elles-mêmes qui parlent de ça. La dernière fois que nous étions à Tlemcès, nous avons rencontré au camp de Tika toutes ces populations qui sont là-bas, qu'elles soient étrangères ou nigériennes. En tout cas, elles ont félicité l'armée nigérienne pour les efforts qu'elle est en train de faire pour assurer leur sécurité. Pour sa part, le chef d'état-major des armées adjoint, le général de brigade Boulama Issa, a transmis aux hommes les salutations et encouragements du chef d'état-major des armées, saluer leur engagement et détermination sur le terrain pour mener à bien les missions régaliennes de défense et de l'intégrité territoriale et de sécurisation des personnes et de leurs biens, louer l'esprit de bravoure et de combativité et celui d'abnégation qui ont permis aux forces armées nigériennes de reprendre l'ascendant sur l'ennemi. Appeler à beaucoup plus de vigilance et de réactivité sur le terrain face à une guerre asymétrique et des multiples menaces. Pour mieux remonter le moral des soldats, le ministre Katambe s'est fait accompagner par l'artiste Sani Megushi.
Toujours dans la région de Tillabéri, le ministre de la Défense a rencontré les populations de cette région pour échanger sur la situation sécuritaire dans cette partie du Niger. Suivez. En marge de sa série de visites, le ministre de la Défense nationale, professeur Issoufou Katambe, est allé rencontrer les populations de la région de Tillabéri qui sont exposées à des menaces de tout genre par des bandits armés. Il s'est rendu successivement à Filengue pour échanger avec les autorités coutumières et les élus du peuple. sai mu yi ma Allah godiya mu yi ma shugaban ƙasa godiya ya aiko waɗanga mutane na almahau shi da ce ba yau mun saba game da su can wajen inates wajen shi na guda da wannan matsalar ta kulo suna mun kai can kaga yanzu ba a batun wani tashin hankali cikin gehen anzuru can ma da an samu wannan matsaloli suna mun ka kira yanzu kun ga yau da abun ga da watanni an bar wannan batu kwanci hankali ya tabbata a madadin mai martaba sarki ni mai yaƙi ina iya da godiya ta zuwa ga mai girma shugaban ƙasa bisa ga abin da ya faru mai girma shugaban ƙasa ya tausaya ya nuna mana shi shugaba ne na gari Allah saka mai da alheri kuma muna ƙara jan hankalin talakawa su ba jami'an tsaron mu goyon baya duk wani abu wanda sun su gani da shi ba su kira su shaida musu ko kuma su kira mu shaida mu jami'an tsaron mu domin a gudu tare a tsira tare. Gwamnati goyi wanda wata kula kuma fongiga wata kulka zari kuma gwamnati ko kokaro da lankal kane amma joro da harma da fondi harma sabuse irgo abanda irganga masalawo kanka irgo ngware kirgite masalai ne bisde Niger gudunda lakal kana wara kulma waro lakal kanera irsabara sai da soje kulu ino irgo gidi ko kare ka soje goite wato la ko Puis à Toukounous, de la famille endeuillée suite à l'attaque perpétrée par des bandits armés qui a coûté la vie au chef de village. Ensuite, à la place publique de Sanam, où les victimes de ces menaces se sont exprimées. Partout où il est passé, le ministre Katambe a tendu une oreille attentive aux doléances et suggestions de population et il a apporté des réponses appropriées. Akwai shi magungunan da muka ce muku inda da Allah inda Allah ya ba mu wani iko za mu ɗauka matakai don kwanciyar lahiya ta tabbata ba na cikin garin ku cikin ƙasa gaba ɗaya waɗannan ko alƙawura muna nan muna za mu cika su inda da Allah don sai an ɗauki matakai kuma mun ɗauki matakai za mu ƙara ɗaukar matakai domin lahiyar da tabbata nan wajajen namu yanzu mun kai to da nan a bala awo da kunkuri yanzu ga shi mun zakarin ne ga saram matsalolin da kuka fuskanta mun san da su yanzu wakilin ku ya haɗa mana su kuma ba yau mun kasar da su ba a mace ba ana ɗauka matakai domin waɗannan matsalolin da kuka fuskanta kwanaki da na baya son muka inda da Allah za a shahi muku haya bisa
kuma kun fara ganin gwargwado yanzu muka gamu da soji suna nan cikin garin ku kuma ba sun iya ba su waɗanga soji na abunga na almahauna da wajen wala musu kai akwai waɗanda su ma suna nan cikin wannan gunduma taku waɗanda sun kai da wajen tawa mutanen shara kenan da waɗanda suka hito da ta da waɗanda suka hito da wala duk haɗa za a yi domin a kawo magani bisa waɗannan matsalolin da kun kawai kuma ba shi kenan ba inda yarda Allah nan da 'yan kwanaki kaɗan za ku gani matakan da za a ɗauka don za a ƙaro wa soji a kawo soji a kawo jandarmomi a kawo polis ba a ba za a kawo ba inda yarda Allah duk cikin wannan gehen naku waɗannan mutane da ka shigowa nan garin ku kun san su sun san yanzu a bala wani ya ce muna da suka zo can garin su da suka zo ko da suka zo sai a ce maka a na gidan wani kaza na gidan wani kaza su da kansu ba kai ba mu shiga nan ne gaba ba mu ga wannan kanti ba wannan kanti na wani kaza ne wannan gidan na wani kaza ne kenan sun san mutanen su kenan su tare da 'yan garin nama don awon da ce musu ɗazu ni wani abin bai bani mamaki don in ana so a ci gari sai da ɗan gari in babu ɗan gari ciki ba ta yiwa to kenan shi na muka son mu jayo hankalin ku bisa wannan ba a cin gari sai da ɗan gari kenan ku ya kamata ku kawo ma sojojin nan da kuka faɗi yanzu ku kawo musu taimako inda duk kwagra mugun yaro ku ta yi ku gauga ku faɗa masoji in kuka faɗa masoji su sun san matakan da za a ɗauka domin a tsaye da waɗanda amma in kuka shi a muwan ga ɗanmu na ko gobe muna tsoron in muka faɗi a zaka a kashe mu wannan ba ta kan nesa in ba haɗa ba soji ba a kuka son soji shi su san wani kaza ɗan ta adana ku ba ta adana kenan ya kamata a wadda kuka yi musu godiya ya kamata ku kama musu ku da kama kuma kama da za ku musu rahoton za ku ba su to kun ga abin da ba ku yarda da shi ba ku haɗa musu. Autre aspect de cette édition, lancement ce matin du marché commun des groupements des femmes cultivatrices et transformatrices des 5 communes de Niamey au CG 25 par le projet Elfonsa. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs invités de marque. Asma Oseidou et Sadoudoumi pour le compte rendu. Promouvoir l'entrepreneuriat agricole en général et l'entrepreneuriat des femmes en particulier, c'est ce que vise ce projet dénommé Marché Elfonse qui vient d'être ainsi lancé à travers cette cérémonie concernant le groupement de femmes cultivatrices et transformatrices des 5 communes de Niamey. L'objectif est bien de créer un centre inclusif au sein duquel l'ensemble des groupements féminins évoluant dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la transformation alimentaire peuvent se retrouver. Les 5 groupements sélectionnés dans le cadre de ce projet font l'unanimité. Le groupement Moutamaïza de la commune 1, le groupement Hatazumunchi, commune locale d'abord de la commune 2, Hatazumunchi de la commune 3, le groupement Souji Frontière de la commune 4 et enfin le groupement Tébonsé de la commune 5. Elles interviennent toutes dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles et aucune n'est détentrice d'un titre foncier de façon professionnelle pour cette activité-là. Alors elles opèrent généralement donc, sur la base de l'enquête que nous avons effectuée sur des terres qui appartiennent à d'autres personnes ou à leur domicile.
faute d'espace propre à elles pour cultiver. Dorénavant, les choses vont changer pour elles, car c'est à partir de ce marché qu'elles vont pouvoir financer l'acquisition de leurs propres parcelles et elles aussi devenir propriétaires terriennes d'ici 2021. Le représentant du ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes a dans son discours d'ouverture salué et encouragé ces femmes pour cette initiative qui cadre parfaitement avec l'initiative 3N, les Nigériennes nourrissent les Nigériens. Je saisis également l'occasion que m'offre la présente cérémonie pour vous exprimer mes encouragements soutenus au regard des efforts structurants et stratégiques que vous déployez à l'endroit des femmes que vous accompagnez dans le cadre du programme d'autonomisation des groupements des femmes cultivatrices et transformatrices de la ville de Niamey à travers le foncier agricole. Cette initiative constitue bien une stratégie, comme je le disais, originale, qui contribue fortement à la mise en œuvre de l'initiative 3N. À travers cette stratégie, qui participe également à la promotion de l'entrepreneuriat agricole d'une part et à l'entrepreneuriat féminin d'autre part, je tiens à présenter mes encouragements à l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés afin de contribuer à améliorer les conditions de vie des 125 femmes bénéficiaires de ce projet. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de l'ambassade de France. Les participants ont eu droit à une visite des stands pour découvrir davantage le génie créateur de ces femmes qui se sont lancées dans ce secteur, une façon pour elles de contribuer au développement du pays. Parlons sport dans cette édition. La Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, fait une mise à jour des responsables des clubs et associations des différentes régions du pays. Une séance de formation pour se conformer aux exigences nouvelles de la FIFA. Occasion pour le secrétaire général de la FENIFOOT d'expliquer clairement l'importance de cette formation aux participants. On écoute Slimane Mohamed. La FENIFOOT se prépare activement et prépare les représentants de tous ses membres à être au fait des exigences et des défis nouveaux qui s'annoncent. Aujourd'hui donc démarre une série de formations à l'endroit de tous les secrétaires généraux des associations régionales du Niger et des agents et représentants des clubs chargés du traitement des licences. Il s'agit notamment d'une formation sur le système FIFA Connect, ses applications et ses objectifs, une formation sur le système TMS et ses contours, et une préparation sur la mise en œuvre prochaine du système d'octroi de licence au club. Le but s'agit d'apporter aux participants les connaissances et techniques nécessaires pour s'approprier et maîtriser le système FIFA Connect, d'outiller les participants sur les procédés pratiques du système TMS et ses applications, et de les familiariser au système d'octroi de licence au club de la CAF en vue de son application très prochaine. Comme je le disais tantôt, cette formation concerne l'ensemble des membres de la FENIFOOT, à savoir les associations régionales à travers donc les secrétaires généraux et tous les clubs de Super League, de Ligue nationale et de Ligue régionale officiellement affiliés à la Fédération nigérienne de football. Assurément, c'est un moment historique que nous vivons. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, la FENIFOOT a abandonné le système de licence en carton pour migrer vers le système NARCIL. Licence plus. 10 ans après, en 2020 donc, nous entamons un tournant décisif à travers une nouvelle migration, cette fois-ci vers FIFA Connect en ce qui concerne les licences. Donc, vous êtes en quelque sorte des pionniers. Historiquement, cela restera dans les annales, car à partir de 2020-2021, la Fédération nigérienne de football aura comme système d'enregistrement des licences le système FIFA Connect.
De la même manière qu'il y aura également un fait historique à travers le TMS qui concernera dorénavant aussi bien les joueurs professionnels que les joueurs amateurs. C'est dire qu'il est important que vous soyez assidus, que vous soyez réceptifs, parce que ce sont des moments très importants avec des principes nouveaux, des exigences nouvelles que nous nous devons d'engager pour véritablement mieux gérer nos compétitions et mieux rentrer dans une nouvelle phase vers toujours un plus grand professionnalisme, une plus grande professionnalisation de nos compétitions. Place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire chronique judiciaire. Elle porte aujourd'hui sur le thème droit du recours à la guerre et droit dans la guerre. Un thème développé par Alfred Koubaké, juriste et président du Raza Presse DIHDH. Très bonne réception et au revoir. Le droit du recours à la guerre et le droit dans la guerre, ce que les juristes appellent communément le jus in bello et le jus ad bellum. Je voudrais d'abord, avant de continuer sur ces deux concepts, placer le décor en définissant le droit international humanitaire qui est la discipline centrale autour de laquelle vont tourner toutes ces notions. Alors, s'agissant du droit international humanitaire, c'est un droit qui est défini comme étant un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, visent à limiter le choix des moyens et méthodes de guerre et à protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus au conflit. Donc, de par cette définition, on voit clairement la volonté affichée de cette discipline à protéger toutes les personnes, tous les individus qui ne participent pas ou qui, avant, participaient au conflit, mais ont cessé de participer au conflit. Donc, dès l'instant où ces personnes ont cessé de participer au conflit, elles sont protégées par le droit international humanitaire et elles doivent être soutenues dans le cadre de la conduite des hostilités, en épargnant leur vie, en garantissant leur intégrité physique ou morale. Donc, s'agissant du droit du recours à la guerre et du droit de faire la guerre, c'est que nous avons appelé le jus in bello et le jus ad bellum. Le jus ad bellum désigne les conditions dans lesquelles les États peuvent recourir à la guerre ou à l'emploi de la force armée de manière générale. Vous savez, on ne peut pas empêcher aux États de faire la guerre. Aujourd'hui, quand vous prenez souvent les conflits entre les personnes, on ne peut pas les empêcher, mais on peut plutôt donner un visage humain aux conflits armés. De par l'histoire, les États se sont toujours fait la guerre. Les Nations Unies sont intervenues et ont pris des mesures dans le sens d'atténuer les conséquences de ces conflits armés. Donc, les États ont le droit du recours à la force armée. Mais attention, ce droit n'est pas sans limite. Donc, le jus ad bellum désigne ou renvoie à toutes ces règles par lesquelles les États peuvent recourir à la force armée. Quand vous prenez les Nations Unies, à partir de 1945, ils ont institué un certain nombre de règles qui encadraient ce droit du recours à la guerre. Et ce droit du recours à la force armée a été même reconnu aux États. Vous voyez, et avec quelques limites. Quand vous prenez par exemple ce qu'on appelle la légitime défense, c'est une condition qui permettait aux États de pouvoir se défendre en cas d'agression.
etc. Mais les Nations Unies, à travers la charte des Nations Unies, avaient prévu des mécanismes tels que le règlement pacifique des différends internationaux. Donc, on recommande aux États de recourir à d'autres mécanismes afin d'éviter les conflits. Mais étant donné que on ne peut pas éviter souvent les conflits, eh bien, on vient, ou bien le droit international humanitaire intervient pour encadrer cela. Quand le conflit dégénère, il y a un certain nombre de règles qui viennent pour encadrer la conduite des hostilités. Donc, maintenant, s'agissant du jus in bello, donc le jus in bello, à la différence du jus ad bellum, le jus ad bellum qui, lui, est un droit du recours à la force armée. Le jus in bello, ici, renvoie aux règles dans la conduite même des hostilités. C'est-à-dire ici, le conflit a déjà dégénéré entre les États. Et donc, quand le conflit dégénère, il faudrait lui donner un visage humain. Il faudrait le réglementer. Quels sont les biens qui sont susceptibles d'être touchés en cas de conflit, qui il faut toucher, qui il ne faut pas toucher, comment doit se faire la guerre, etc., etc. Nous allons revenir dans le cadre d'un autre thème sur la conduite des hostilités. Donc, pour aujourd'hui, nous allons tout simplement nous contenter de ces deux concepts. Le jus ad bellum, droit du recours à la guerre, et le jus in bello. Donc, j'étais sur le deuxième point, le jus in bello. Comme je l'ai dit, là, nous sommes au cœur des conflits. Et le droit international humanitaire, à travers les conventions de Genève et leurs deux protocoles, et d'ailleurs les trois protocoles interviennent pour pouvoir réglementer la conduite des hostilités. Donc, voilà un peu la quintessence de ces deux concepts. Le jus in bello qui permet aux États de recourir à la force armée et le jus ad bello qui est un droit qui intervient pour réglementer la conduite des hostilités quand la guerre se déchaîne entre les États. Maintenant, le droit international humanitaire s'applique aux belligérants, quels que soient les motifs du conflit, quelles que soient les raisons qui ont conduit à la guerre entre les États, le droit international humanitaire s'applique. Les États ont l'obligation de respecter le DIH. Aujourd'hui, pratiquement l'ensemble, ou bien la quasi-totalité des États, en tout cas une bonne partie de ces États-là, sont partis aux conventions de Genève. Et donc, même les groupes armés qui ne sont pas, qui sont souvent difficilement saisissables, sont soumis à l'obligation du respect du droit international humanitaire. Donc, ici, quelle qu'en soit la cause du conflit, quelle qu'en soit sa justesse, même si il est légitimé, même s'il y a un motif légitime qui a conduit au déclenchement de la guerre, eh bien, les partis qui en sont les belligérants sont obligés de se soumettre au respect du droit international humanitaire. Donc, en outre, le DIH a pour objet de protéger ici les victimes des conflits armés, indépendamment de leur appartenance à l'un ou l'autre des bords. C'est-à-dire, quel qu'en soit le bord auquel appartiennent les combattants ou bien auquel appartiennent les belligérants, ici, le droit international humanitaire fait obligation aux États qui sont engagés dans la conduite des hostilités de respecter le droit international humanitaire. C'est une mesure salutaire qui a pour vocation, d'une part, de protéger et les combattants eux-mêmes, de protéger les populations civiles et de protéger les États eux-mêmes. La conduite des hostilités, ou bien le respect de ces règles du droit international humanitaire donne un visage humain. Autrement, si on enlève le respect des règles du droit international humanitaire, la guerre sera pire qu'un désastre. Parce que déjà, la guerre en soi, c'était mal. Parce qu'on voit un peu partout sur le théâtre des hostilités toutes les conséquences fâcheuses des conflits armés. Partout où il y a la guerre, il y a des traces. Mais imaginez encore que dans le cadre de la conduite des hostilités, on retire la protection des personnes, des civils, la protection d'un certain nombre de biens. Imaginez encore, déjà avec ces règles, vous voyez le visage ou bien les conséquences que laissent les conflits. Mais si on retire encore le respect de ces règles, vous voyez la suite. Donc c'est pourquoi le droit international humanitaire vient pour mettre de l'ordre dans la guerre. À défaut d'interdire la guerre, il vient le réglementer. Donc vous avez le pacte des Nations Unies en 1919, puis le traité de Paris, le pacte Briand-Kellogg,
qui a été adopté en 1928, qui étaient les premiers pas vers l'interdiction du recours à la guerre. Au départ, les États pouvaient facilement recourir à la guerre, il n'y avait pas. Mais donc, à partir de ces dates que j'ai citées, il y avait eu un mécanisme, il y avait eu quelque part dans le sens de limiter le recours à la guerre ou bien le recours à la force armée dans le cadre du règlement des différends. Donc, les membres des Nations Unies, conformément à ces textes, les membres des Nations Unies s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force. Cependant, la charte reconnaît le droit de la légitime défense. Donc, cela ne veut pas dire que les États ne peuvent pas se défendre. L'interdiction du recours à la force ne veut pas dire qu'un État qui est agressé ne peut pas se défendre. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des accords de coopération militaire, il y a des accords entre les États en cas de menace, par exemple, d'un membre de la communauté que les autres viennent à son secours. L'histoire nous a montré beaucoup d'exemples sur la scène internationale. Donc les États ont le droit de se protéger. C'est la légitime défense. Mais encore une fois de plus, je le rappelle, conformément à tous ces textes et conformément aux conventions de Genève et à leur protocole additionnel, les États doivent avoir le réflexe du respect de toutes ces règles liées aux conflits armés. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur le droit du recours à la force armée et le droit ou bien les règles qui régissent la conduite des hostilités, c'est-à-dire le jus in bello et le jus ad bello.